D'accord. On démarre, peut-être, il est Oui. 9h35. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce premier atelier du cycle égalité professionnelle monté par les entreprises pour la cité à la demande de plusieurs d'entre vous. Et donc, voilà, on a vraiment voulu répondre assez rapidement à vos attentes, sachant que c'est un sujet qu'on traite tous, certainement depuis plusieurs années déjà, mais c'est un sujet très évolutif, non seulement au niveau du cadre légal, mais aussi au niveau des bonnes pratiques, et c'est vraiment l'objet de nos échanges. On va se présenter, Julie Villouin et moi-même, et puis ensuite vous proposer également de vous présenter chacun d'entre vous. On a plusieurs personnes des entreprises pour la cité en ligne, notamment Emma Le Guenec qui travaille avec Julie dans l'équipe Rhône-Alpes, Julie Couplet, notre experte diversité au niveau de Paris. On voulait vous rappeler que notre échange sera restitué à la fois par une prise de notes en live par Julie. Et puis, on enregistre également l'atelier de façon à pouvoir en reprendre les principaux éléments et puis peut-être en faire un replay disponible pour ceux qui n'auraient pas pu être connectés et qui participeront à des sessions ultérieures. Oui, pour ce qui est de la restitution, j'ajouterai la restitution écrite. Vous aurez une restitution à l'issue des 3 ateliers, sous forme de résumé de nos échanges et de valorisation de vos bonnes pratiques, si vous souhaitez effectivement témoigner là-dessus au cours des ateliers. Voilà, et dernier point, en support d'appui à ces ateliers, on a commencé à créer, on vous enverra donc le lien semaine prochaine, un Padlet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mur en ligne sur lequel on met beaucoup d'informations qui viennent en appui donc, de tout ce qu'on va se dire lors de ces différents ateliers. Voilà, ça vous permettra effectivement de retrouver des éléments qu'on s'est dit et puis des éléments complémentaires pour aller plus loin sur les sujets abordés. Et donc, c'est un outil qui est évolutif, qu'on complétera au fur et à mesure des ateliers avec des éléments en lien avec les thèmes traités. Je commence peut-être puisque oui, je suis Julie Villouin. Certains d'entre vous me connaissent puisque vous êtes plusieurs donc à être sur ma région, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc moi, je suis directrice régionale Rhône-Alpes. Voilà, les entreprises pour la cité. Elisabeth vous en dira un mot, mais on a plusieurs implantations en France et donc pour ma part, je représente la région Rhône-Alpes et vous êtes plusieurs, nombreux à m'avoir fait cette demande effectivement de pouvoir travailler en inter-entreprise sur ce sujet qui vous concerne toutes et tous. Voilà, donc je suis ravie qu'on débute aujourd'hui ce cycle. Alors bienvenue à toutes et tous. Voilà, donc moi-même, je suis Elisabeth Fuchs, directrice régionale Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur des entreprises pour la cité. Donc, on est en co-animation aujourd'hui, on le sera certainement aussi sur les ateliers à venir. Vous représentez vous-même en tant que participant plusieurs régions de France, hein, certains sont d'Île-de-France, d'autres de région Grand Est ou de la façade atlantique. C'est l'intérêt et l'avantage pour le coup du digital, c'est qu'on peut vraiment mutualiser nos réflexions, nos bonnes pratiques et couvrir là pour le coup l'ensemble du territoire. On vous dira quelques mots tout à l'heure sur l'association. Vous connaissez certainement tous, hein, mais en grande synthèse, juste pour vous rappeler l'assise régionale. Emma, on peut poursuivre. Donc, si vous voulez bien, chacun d'entre vous, vous présenter simplement prénom, nom, fonction, entreprise et implantation géographique, de façon à ce qu'on puisse identifier qui est autour de la visio.
Voilà, donc on vous invite naturellement à vous donner la parole. On est une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine en ligne. Alors moi, je vais bien commencer. Donc, je suis Vanessa Hazard, responsable RSE du groupe Europcar Mobility Group. Donc, nous, on est plutôt une implantation internationale. Donc, c'est vrai qu'on est présent surtout en Europe et aussi dans 140 pays, évidemment. Donc, en France, en tout cas, c'est partout en France. Voilà. Et merci de votre accueil ce matin. Si vous pouvez activer effectivement votre caméra au moment où vous parlez, comme ça, tout le groupe vous identifie bien. Merci. Alors, je l'ai fait, donc j'espère que tout le monde me voit. Je prends la suite de Vanessa puisque je travaille à ses côtés. Je suis Dominique Zulka, je suis directeur des talents chez Europcar. Et merci pour l'organisation de ce cycle. Bonjour à toutes et à tous, je suis Catherine Beer, chargée de mission RSE et Innovation à Pôle emploi Bretagne, donc en Bretagne. Bonjour, Nathalie Minguet, responsable projet et études diversité. Nous sommes plutôt basés sur l'Île-de-France, bien que notre activité est partout ailleurs, mais le siège sur l'Île-de-France. Bonjour, je suis Flora Cadine, je suis chargée de conception et d'intégration de l'offre de services et formation occasionnelle à Pôle emploi en Pays de Loire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gauthier William, je suis à la direction commerciale du groupe McCormick. McCormick, on est présent dans 160 pays et en France, on est présent avec les marques Ducros et Vainé qui sont distribuées dans les rayons épicerie des hyper et des supermarchés. Et en France, nous sommes implantés sur Avignon, en Provence. Bonjour, moi je suis Anne Bozy, BNP Paribas et je suis correspondante diversité handicap sur tout le grand nord-ouest de la France, donc basée à Rennes, moi. Bonjour, Isor Nicolas, groupe Suez sur la partie eau France, eau potable et assainissement. Je suis adjointe RH sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et je coordonne les missions justement d'égalité professionnelle, de diversité et de handicap. Bonjour à tous, Marine Dreno, responsable de compte donc chez Randstad, agence de travail temporaire sur Saint-Nazaire et Nantes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dominique Poggi, chargée de mission égalité professionnelle à la Banque de France. Donc moi je travaille à la DRH au siège, mais on a des implantations sur toute la France. Bon, bonjour, Mathieu Lafontaine. Donc moi, il y a le nom Éric Jabret qui doit apparaître sur ma petite mosaïque parce que c'est mon associé. Donc Mathieu Lafontaine, président de la société Rexia. On est une société d'ingénierie et de conseil industriel basée à Lyon, à Vénissieux exactement. Voilà. Bonjour, Virginie Logel, groupe ADECO, direction commerciale. Pour ma part, je suis basée en Alsace et je suis également en fait bénévole à Social Emploi, dans les entreprises pour la cité. Bonjour, Corinne Colombo, je suis responsable de la mission handicap de Bayer en France et expert diversité et je suis localisée à Lyon, mais voilà, je travaille pour tous les sites de Bayer en France. Bonjour à tous. Élodie Chabot, je suis responsable d'agence pour le groupe Randstad sur la Loire-Atlantique, Saint-Nazaire-Nantes, sur la partie aéronautique. Bonjour à tous, moi je suis François Legat, je suis responsable de la diversité et de la qualité de vie au travail pour la Française des Jeux. Moi je suis basé en Île-de-France, à Boulogne-Billancourt, mais nous avons un site dans la région PACA, à Vitrolles, et nous avons aussi un site dans le nord de Paris, à côté de Roissy. Voilà. Bonjour, Gaëlle Picard, directrice des relations extérieures de DOCAPOST et puis depuis le mois de septembre, directrice de la parité aussi. Nous sommes basés en Île-de-France, mais avec un certain nombre de représentations sur le territoire national. Bonjour,
Bonjour, je suis François-Xavier Kessy, je suis stagiaire assistant chef de projet au sein des entreprises pour la cité sur le site de Paris. Bonjour, je suis Julie Soubieux, société l'INRED. Nous exerçons dans le domaine de l'infrarouge en région Auvergne-Rhône-Alpes sur Grenoble, un site en région parisienne également. Au sein de l'équipe RH, je m'occupe des problématiques liées à la rémunération aux avantages sociaux et également en animation sur les fonctions transversales diversité et RSE. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Alors peut-être Emma, tu ne t'es pas présentée? Oui, autant pour moi. Moi, du coup, Emma Le Guenec, je travaille avec Julie et Damien, que peut-être certains d'entre vous connaissent, sur Lyon. Et donc, moi, je suis stagiaire avec eux pour une période de 6 mois. Voilà, merci Emma, j'en profite parce qu'elle a bien contribué à la préparation de cet atelier aujourd'hui. Ouais, c'est notre experte technique. Vous verrez, on va bien s'amuser techniquement. J'en profite pour vous rappeler, Julie vous l'a dit par mail, mais de bien charger vos téléphones portables parce qu'on a une petite animation avec les téléphones tout à l'heure. Donc, il faudra que vous ayez de la batterie, sinon ce sera moins sympa pour vous. Juste un petit point technique avant de commencer. Donc, si vous le pouvez, activez votre caméra quand vous prenez la parole. C'est vrai que c'est toujours plus sympa de vous voir. Si vous en avez la possibilité quand vous parlez. Vous avez aussi la possibilité de nous interpeller dans le chat. Vous avez un petit icône en haut affiché la conversation et vous avez possibilité effectivement aussi d'interagir avec nous par écrit dans ce chat. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, si vous pouviez couper votre micro après avoir pris la parole, ce serait vraiment super pour éviter, comme on est nombreux, qu'il y ait des bruits de fond. Mais écoutez, voilà, Elisabeth vous a parlé du téléphone, on est prêt. Voilà, et je voulais aussi vous encourager à nous poser les questions au fil de l'eau. Hein. N'hésitez pas à nous interrompre. L'idée, c'est pas de faire une présentation descendante, voilà, mais vraiment d'organiser une interactivité tout au long de nos échanges. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre, à témoigner, à dire que vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Oui. Effectivement, c'est important. Ce n'est pas un webinaire. On a vraiment souhaité organiser des ateliers de sorte à ce que ça puisse être très interactif et qu'on puisse effectivement échanger. Donc, un petit mot très rapide sur le programme de ce premier atelier. Donc, l'idée, là, c'est d'introduire le sujet, de vous dire un mot sur l'actualité. Donc en lien avec la crise sanitaire que nous traversons et les effets néfastes sur l'égalité et voilà, on en parlera. Ensuite, vous dire un mot donc des enjeux pour les entreprises et les bénéfices d'une égalité partagée. Hein, il y a un vrai impact sur la performance économique de l'entreprise. Des enjeux légaux, effectivement, puisqu'il y a une obligation légale sur cette thématique pour vos entreprises. Nous ferons une petite pause. Nous reprendrons donc avec un quiz sur l'application Kahoot. Et c'est pour cette application, donc cet outil d'animation pour lequel on aura besoin de vos téléphones. Un quiz donc sur les chiffres clés de l'égalité professionnelle. Et ensuite, nous vous parlerons de notre enquête. Donc, vous n'avez pas tous répondu à notre enquête, mais sachez qu'on a eu quand même pas mal de réponses. Petite enquête qu'on a menée en amont donc, de ce cycle pour connaître vos attentes, parce que l'égalité professionnelle, on va le voir, recouvre quand même beaucoup de sous-thématiques. Et l'idée, c'était vraiment de cibler au mieux vos attentes pour pouvoir organiser les prochains ateliers en phase avec vos besoins attentes. Donc, on en parlera. On a prévu tout un temps d'échange, effectivement, à la fin de cet atelier pour évoquer tout ça. Alors, on va simplement rappeler le sujet et faire un point d'actualité sur l'égalité pro, comme l'évoquait Julie, notamment sur la situation Covid et ses impacts. Quelques lignes sur
sur les entreprises pour la cité en amont, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien ou pas encore. Donc, nous sommes une association d'entreprises créée il y a plus de 30 ans par Claude Bébéard, le fondateur d'AXA, donc les assurances AXA. On fédère des entreprises, des grands comptes au niveau national, hein, des grands groupes, et aussi des entreprises de taille intermédiaire et des PME, voire des TPE partout en France. On travaille sur les sujets d'innovation sociale et plus spécifiquement sur tout ce qui concerne l'égalité des chances dans l'éducation, l'emploi, la diversité et le mécénat. On anime le mouvement national des signataires de la Charte de la diversité qui regroupe aujourd'hui plus de 3000 entreprises membres. Et sur le sujet de l'égalité professionnelle, c'est un sujet qu'on traite depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, avec toute une série de publications disponibles pour les entreprises membres. Alors, soit sous format livre, hein, parce qu'on a sorti plein de livres depuis ces 30 dernières années, soit aussi en format digital, études, fiches pratiques, etc. Pour ceux que ça intéresse, on a un guide de référence qui a été rédigé il y a quelques années qui reprend vraiment ce sujet de manière très fine, avec différents axes, notamment sur les inégalités de salaire, la mixité des métiers, l'accès des femmes aux postes à responsabilité, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l'implication des hommes dans l'égalité pro. Et ce qui est intéressant avec ce guide, c'est que non seulement il vous donne des éléments de synthèse sur ces sujets, mais il vous renvoie aussi vers l'ensemble des ouvrages de référence existants déjà sur ces thématiques. Donc c'est un guide qu'on appelle un peu boussole, qui vous ouvre voilà, les portes vers l'ensemble de la littérature existant sur le sujet. On n'avait pas à l'époque fait de focus spécifique sur le sexisme au moment où on l'a rédigé parce qu'il est sorti un peu plus tôt. Le sujet du sexisme est bien sûr un sujet qu'on traite aussi maintenant, et également celui des stéréotypes de genre. On a une étude vraiment spécifique sur la question des stéréotypes qui a été menée auprès de plus de 3000 managers en France et qui reste toujours d'actualité et qui manifestement, d'après ce que nous a dit, ce que nous dit l'enquête qu'on a faite en amont du cycle, c'est un sujet qui vous intéresse et vous occupe beaucoup. Donc oui, en introduction effectivement de ce point actualité que nous souhaitions vous faire aujourd'hui, vous dire effectivement que malgré donc un arsenal législatif et réglementaire robuste en France, hein, on constate que les inégalités persistent dans le monde professionnel et la crise sanitaire qu'on traverse en ce moment agit comme un révélateur, voire un accélérateur des inégalités dans notre société, et y compris entre les hommes et les femmes. Voilà, donc je vous le disais, l'égalité professionnelle, donc c'est une obligation légale, mais aussi un gage de performance économique pour vos entreprises, nous en parlerons. Nous avons fait des recherches et nous avons constaté qu'il y a des études qui ont été réalisées depuis le début de la crise sanitaire et qui ont été publiées entre mai et juillet 2020. Et nous vous proposons dans les prochains slides, voilà, de découvrir un aperçu des principaux enseignements de ces 3 études que nous avons identifiées. Donc la première étude, oui, on va les détailler une par une. Moi, je vais vous parler de cette première étude. Donc, première étude qui a été donc publiée en juillet 2020 par le cabinet McKinsey. C'est une étude Covid and Gender Equality Countering the Regressive Effects qui a été menée dans 6 pays, en France, au Niger, en Inde, en Indonésie, au Kenya et aux États-Unis. Cette étude met en perspective les effets néfastes de la crise sanitaire sur l'égalité femmes-hommes en entreprise et sur l'emploi des femmes. Effectivement, donc à l'échelle mondiale, hein, cette étude révèle que le risque de perdre leur emploi est 1,8 fois plus important pour les femmes que pour les hommes. Il y a 3 causes de vulnérabilité qui ont été identifiées dans cette étude. La première, c'est que les femmes occupent, donc à l'échelle mondiale, 39% des emplois. Et elles sont surreprésentées dans certains secteurs dont l'activité devrait le plus reculer en raison de la crise du Covid. En effet, hein, les femmes sont présentes donc dans 3 des secteurs les plus touchés par la crise, que sont donc la restauration et l'hébergement, le commerce de détail et de gros, les arts, les loisirs et l'administration publique. Donc 54% des postes menacés dans le monde concernent les femmes, du fait donc de ces secteurs menacés.
Deuxième cause de vulnérabilité de l'emploi des femmes concerne les tâches domestiques. Effectivement, au-delà du travail que les femmes fournissent habituellement à la maison, elles ont été beaucoup mobilisées pendant la crise, notamment pour le suivi des enfants dont l'école était fermée ou aussi l'accompagnement donc des parents âgés vulnérables. Et cette étude révèle que leurs tâches se sont accrues de 20 à 30% pendant le confinement. Et qu'après la levée des mesures de confinement, donc on n'a pas encore beaucoup de recul, mais il semblerait que leur retour au travail est encore plus incertain que celui des hommes. Troisième cause, effectivement, de vulnérabilité, ce sont les biais sexistes. L'étude nous indique que plus de la moitié des sondés en Asie du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique considèrent que les hommes devraient être prioritaires dans l'accès à l'emploi en cas de pénurie de travail. Voilà, ce résultat met un peu quand même en péril les progrès réalisés à grand-peine ces dernières années en matière de parité et d'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne donc le secteur de l'emploi. Voilà pour cette étude. Alors, on a une deuxième étude complémentaire à la première présentée par Julie, qui a été menée par l'UJCT, la CGT des ingénieurs et cadres, en mai 2020, et qui confirme les éléments qu'on a déjà pu constater dans la première étude, notamment une surexposition des femmes en France du fait de la situation Covid et un risque accru d'inégalité du fait de la crise sanitaire. Ça remet vraiment à l'ordre du jour l'importance du travail sur l'égalité professionnelle, qui n'est pas un sujet à traiter lorsqu'on a tout fait, mais qui est vraiment un sujet à traiter en priorité de façon conjointe avec tous les autres sujets de la vie de l'entreprise. Les femmes sont aujourd'hui davantage exposées aux risques, car elles occupent des métiers en contact avec le public, donc des métiers liés à la santé, les commerces, les services à la personne, c'est tous les métiers du care. On sait que les femmes, du fait de la non-mixité des métiers, sont plus en contact avec des personnes, donc le risque de transmission du virus est plus fort, donc le risque professionnel aussi. 36% des femmes ont subi une hausse de la charge de travail, contre 29% des hommes, du fait du contexte. 87% des femmes en télétravail qui ont des enfants doivent les garder tout en télétravaillant, donc c'est davantage que les hommes, donc les salariés parents se retrouvent quand même pour les femmes davantage encore exposées avec les contraintes qu'on a pu connaître d'école à la maison en simultané avec des situations de télétravail qui peuvent générer beaucoup de stress et des situations de burn-out, de dépression, enfin voilà, complexes à vivre au quotidien. Alors que la fermeture des écoles s'est traduite pour 43% d'entre elles par plus de 4 heures de tâches domestiques supplémentaires. Le confinement était facteur de tension pour 20% des couples. On cite parfois l'exemple de couples d'ingénieurs, tous les deux en télétravail, avec monsieur qui travaille, qui fait ses réunions, et puis ensuite se repose. Et madame qui, lorsqu'elle a fini ses réunions, va dans la cuisine, fait à manger. Si les enfants, lors du premier confinement, les enfants étaient là, l'école à la maison en plus, et finalement aucun temps de repos, aucun temps où on peut un petit peu prendre des distances. Et du coup, 14% des répondants ayant signalé des tensions parlent également de violences physiques ou verbales, avec parfois des situations de violence familiale plus complexes. Alors, toujours sur cette même étude, parmi les femmes qui étaient en emploi au 1er mars 2020, 2 sur 3 seulement continuent de travailler 2 mois plus tard, contre 3 hommes sur 4. Donc ça confirme les éléments de la première étude, avec une perte d'emploi progressive et un risque de départ du marché du travail plus accru pour les femmes. Quand elles sont en emploi, les femmes sont autant en télétravail que les hommes, mais leurs conditions diffèrent. La pratique du télétravail révèle en réalité des inégalités plus profondes de conditions de vie, qui se déploient au domicile et dans la sphère privée. On a parlé beaucoup, et ça a été repris par la presse, sur le fait qu'elles ne soient pas dans les mêmes conditions, qu'elles ne puissent pas disposer des mêmes espaces de travail, que s'il y a un bureau au domicile, le bureau est plus fréquemment utilisé par l'homme que par la femme. Et 29% des femmes cadres disposent d'une pièce spécifique dédiée au travail, contre 47% des hommes cadres. Donc souvent, les femmes prennent la deuxième pièce. Voilà, une pièce dans laquelle circule plus de monde et dans des situations moins confortables, ce qui peut générer aussi des effets sur la santé, sur les postures et des troubles musculo-squelettiques.
Alors, on va vous rappeler les enjeux de l'égalité professionnelle et les bénéfices de l'égalité partagée. On a travaillé sur le sujet au niveau des entreprises pour la cité depuis plus de 10 ans, avec une étude menée notamment avec Goodwill Management. Voilà, donc ça, c'est vraiment une synthèse, hein, une grosse synthèse pour vous rappeler que travailler sur l'égalité professionnelle, ce n'est pas simplement un enjeu moral et on ne le fait pas simplement parce que c'est bien, c'est aussi un enjeu économique qui a été identifié, prouvé depuis une bonne dizaine, voire quinzaine d'années. À notre niveau, on avait plusieurs grands groupes qui nous demandaient, bon, concrètement, comment on peut faire pour le prouver? On sait que c'est bien, mais sortez-nous des chiffres. Et donc, on a, en 2010, travaillé avec le cabinet Goodwill Management et plusieurs grands groupes, notamment AXA et Orange, qui nous avaient ouvert leurs portes. On a interviewé plus de 3000 managers pour savoir comment étaient constituées leurs équipes, est-ce que leurs équipes étaient diversifiées, notamment en termes de mixité, en termes d'origine, en termes d'âge et de handicap. Et cette étude, qui est disponible, hein, qui est toujours disponible en ligne, a présenté une performance, une surperformance supérieure de 4 à 14% dans les équipes les plus diversifiées, notamment les équipes mixtes. Donc voilà, on a par l'exemple et par les témoignages d'entreprise la preuve de la rentabilité supplémentaire des équipes mixtes. Les bénéfices sont aussi ressentis au quotidien, notamment avec les enjeux d'optimisation du temps de travail, de bien-être, de santé, de performance. Donc ça, c'est des choses qui sont ressenties au quotidien. Travailler sur la mixité et sur l'égalité professionnelle permet à tous les collaborateurs d'en bénéficier. Et parmi toutes les études, on ne va pas toutes les représenter aujourd'hui, hein, les études mixité et performance économique. Celle qui est peut-être la plus significative et massive, c'est celle de 2016 qui a été réalisée par France Stratégie à la demande de la ministre Myriam El Khomri, à l'époque ministre du Travail, et qui avait révélé que les inégalités coûtaient à la France 150 milliards d'euros. Ça équivaut à 3 points de PIB sur les seuls critères de genre et d'origine migratoire. Donc les femmes n'occupant pas des postes correspondant aux formations qu'elles ont pu suivre, former tout ce monde au niveau de l'école sur des niveaux parfois Bac+2, Bac+5 et davantage encore, et ne pas les employer au niveau de formation qu'ils ont, va générer des pertes en fait pour la France en termes de compétences, en termes de pouvoir d'achat, puisque les salaires ne sont pas non plus à la hauteur de ce qui pourrait être proposé. Et donc tout ça a été quantifié de manière très fine dans l'étude de France Stratégie. Donc c'est pas pertinent pour les entreprises et ce n'est pas pertinent non plus pour les États, d'où l'importance d'y travailler. Il y a l'étude de McKinsey aussi que vous devez tous connaître, donc on va pas y revenir spécifiquement, mais si le sujet vous intéresse, on pourra également vous donner les liens et on pourra les mettre sur le Padlet que Julie vous a évoqué tout à l'heure. Alors, donc, après avoir vu les enjeux de performance économique, j'entends un écho. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok. Du coup, après avoir vu effectivement les enjeux en matière de performance économique, parlons maintenant des enjeux donc, légaux, législatifs. Avant de rentrer sur ce thème, je voulais vous refaire un petit point sur de quoi parle-t-on quand on parle d'égalité professionnelle. Donc, Elisabeth, effectivement, en vous présentant notre guide sur l'égalité professionnelle qu'on a réalisé il y a quelques années tout à l'heure, a énuméré les principaux sous-thèmes que nous traitons dans le cadre de l'égalité professionnelle. Donc, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, elle désigne l'égalité de traitement, donc en termes d'accès à l'emploi, à la formation, à la mobilité, à la promotion ou en termes d'égalité salariale. Voilà. Juste une petite alerte, l'égalité ne rime pas avec parité. Effectivement, hein, la parité donc, signifie une présence numérique égale d'hommes et de femmes dans une entreprise, mais elle ne dit rien de la répartition des emplois et des tâches. Donc, les différents sous-thématiques de l'égalité professionnelle, hein, ça a été dit, mais je vous en reparle. Donc, tout ce qui est égalité des rémunérations politiques salariales, la mixité des métiers, l'accès des femmes aux postes à responsabilité, l'équilibre vie professionnelle, vie privée, l'implication des hommes dans l'égalité professionnelle et, comme le disait tout à l'heure donc Elisabeth, les stéréotypes de genre et le sexisme.
La promotion de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, donc, qui bénéficient aux salariés, aux entreprises et à la société, s'appuie sur deux principes. Le principe d'égalité des droits, qui interdit toute discrimination entre salariés à raison du sexe, et l'égalité des chances, qui vise à remédier donc aux inégalités de fait rencontrées par les femmes. L'égalité professionnelle est juridiquement encadrée, que ce soit au niveau international, européen, national, mais elle relève également de la compétence donc, des partenaires sociaux et des entreprises. Nous avons réalisé une frise chronologique pour synthétiser au maximum donc, les principales lois qui sont intervenues sur ce sujet, qui ont permis effectivement de consolider ce sujet. Ah, Emma, est-ce que vous avez la même chose que moi, là, le tour de table? Désolée, il y a un problème technique, je reviens à la page. Voilà, merci, parfait. Donc, au 19e siècle, je trouvais que c'était intéressant de repartir un peu, il y a quelques années, on va dire, pour vous indiquer que les premières mesures adoptées donc, pour encadrer le travail féminin ont d'abord été des mesures protectrices. Effectivement, la femme était d'abord considérée comme une mère, et donc, à cette époque, la loi visait à protéger la mère au travail. Après la Seconde Guerre mondiale, l'objet de la législation n'est plus de protéger la mère, mais bien de garantir l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et ça s'est matérialisé dans l'article 3 du préambule de la Constitution de 1946. Donc la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Ensuite, donc, c'est la loi du 22 décembre 1972 qui a posé donc le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes. En 1983, c'est la loi dite Roudy qui porte modification donc, du Code du travail et du Code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle femmes-hommes et qui transpose donc une directive européenne de 1976. Cette directive européenne introduit la notion d'égalité de traitement qui vise donc à passer d'une égalité formelle à une égalité réelle. Cette directive européenne enjoint les États à prendre des mesures pour supprimer toutes les dispositions discriminatoires envers les femmes et qui sont contraires donc au principe de l'égalité de traitement. La loi dite Génisson du 9 mai 2001, donc cette loi crée une obligation de négocier sur l'égalité professionnelle au niveau de l'entreprise et au niveau des branches. Et donc, elle rend obligatoire la négociation collective et c'est donc la mise en place du rapport de situation comparée. En 2008, la loi constitutionnelle donc, de modernisation des institutions de la Ve République complète l'article 1 de la Constitution par un alinéa rédigé ainsi, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Enfin, la loi donc, du 27 janvier 2011, dite Copé-Zimmermann, donc cette loi fixe des quotas de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance. Ce texte prévoit effectivement l'instauration progressive de quotas pour aller vers la féminisation des instances dirigeantes des grandes entreprises. Je vous propose un petit focus sur cette loi que je viens d'évoquer, donc la loi Copé-Zimmermann de 2011, qui, comme je le disais, vise une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance des entreprises. Donc, les sociétés cotées et celles employant au moins 500 salariés avec un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions d'euros devront compter au moins 20% de femmes d'ici à 2014 et au moins 40% d'ici à 2017.
Voilà. Sachez que la part des femmes, je vous donne un petit chiffre intéressant, la part des femmes dans les conseils d'administration, conseils de surveillance est passée de 10,9% en 2009 à 44,6% en 2019. Donc, l'objectif est atteint. Effectivement, hein, la quasi-totalité des entreprises du CAC 40 domiciliées en France ont atteint ce quota dans leur conseil d'administration. On ne t'entend pas, Elisabeth. Pardon, mon micro était désactivé, je viens de le remettre. Je voulais quand même faire une petite remarque sur les instances dirigeantes et leur mixité, notamment sur les conseils d'administration. Effectivement, les entreprises ont aujourd'hui atteint le quota. Pour autant, on sait que dans les comités exécutifs, ce n'est pas encore le cas. Et fin 2019, des réflexions étaient en cours et déjà très avancées au niveau des ministères pour impulser un cadre plus ambitieux, notamment sur la mixité des instances exécutives, des comités de direction. Et le Covid a eu un peu raison de ce sujet-là et on n'en parle plus. Mais en réalité, le changement sera plus effectif, visible, et notamment sur l'évolution des carrières des femmes, lorsqu'on aura atteint ces 40% dans des instances exécutives, des comités de direction, et pas uniquement des conseils de surveillance ou conseils d'administration. Donc c'est quelque chose à souligner, et vraiment, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher sur le sujet. Concernant les obligations pour les entreprises, donc également les entreprises doivent respecter donc un principe où l'écart entre le nombre d'administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à 2 dans les conseils d'administration ou conseils de surveillance composés d'au plus 8 membres. Donc pour les petits, l'écart ne doit pas être supérieur à 2 entre les deux sexes. Un délai de 6 mois doit également être respecté pour procéder à des nominations à titre provisoire lorsque la composition du conseil n'est plus conforme au quota visé. Et les listes pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance doivent être paritaires. Donc là, c'est les listes de salariés. C'est important de le rappeler. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? J'entends plus personne. Oui, bien sûr. Oui. Première remarque, dans la frise, dans la ligne de temps que vous avez présentée, vous ne parlez pas de l'index Pénicaud. Premier point. Et deuxième point, cet index Pénicaud va être, par rapport à ce que vous venez de dire, va être vraisemblablement renforcé en 2021 avec un critère justement sur le nombre de femmes parmi les dirigeants d'entreprise. Oui. Et c'est très récent puisque je crois que c'est au mois d'octobre, début octobre, que la ministre du Travail a annoncé ce nouveau critère qui serait implémenté dans l'index Pénicaud. Merci effectivement pour votre précision. On va faire, pareil en synthèse, on va rappeler l'index. L'index n'est pas, à notre sens, à la hauteur des enjeux et des attendus. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur et notamment vu de chez nous, il constate beaucoup de réussites avec des taux sur les notes sur 100 qui sont assez élevés et peu d'entreprises qui sortent du cadre finalement. Donc on constate pas facilement ce qui ne va pas, et l'index a été lui-même pas mal remis en cause au moment de sa constitution et au moment où les résultats ont été divulgués, et effectivement il serait nécessaire de le toiletter un peu. Du coup, on peut y venir directement. Donc, il a été mis en place en mai 2018. Le gouvernement l'a fortement médiatisé, avec Muriel Pénicaud qui était très engagée au niveau de la communication sur ce sujet-là, avec plein de points presse et des entreprises également montrées du doigt lorsqu'elles n'avaient pas atteint. Alors, c'était les moins de 75 sur 100 qui étaient montrées du doigt. Pour autant, celles qui avaient des bonnes notes n'était pas forcément toujours exemplaire à tous les niveaux, et notamment sur la question de l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Donc c'est important
d'y travailler, de le faire. Les entreprises l'ont produit, mais il faut aller au-delà. Effectivement, il faut aller au-delà. Donc, on vous a simplement rappelé que cet index est obligatoire pour toutes les entreprises de 50 salariés. Elles ne l'ont pas toutes produites, et notamment les plus petites. Mais celles qui l'ont produite, il ne faudrait pas se cacher derrière ça en se disant c'est super, c'est parfait, tout va bien chez nous. Et vraiment, on vous remercie, Monsieur Le Gall, de rappeler l'évolution sur ce sujet et la nécessité d'y apporter des points complémentaires. À ce titre, on travaille avec certaines entreprises parmi vous sur un réseau de mentoring interentreprises pour favoriser l'accès des femmes aux postes à responsabilité. C'est vraiment l'un des sujets d'avenir. Alors, un mot. Nous allons, dans quelques minutes, faire une petite pause. Juste avant de vous laisser pour la pause, une première chose, merci de ne pas vous déconnecter pendant la pause, s'il vous plaît. Et sachez que juste après la pause, donc, nous allons réaliser le quiz dont nous vous avons parlé sur Kahoot. Et voilà, donc il y a une petite manip à faire sur votre téléphone. Donc vous connectez sur l'adresse mail qu'on vous indique, la www.kahoot.it, d'entrer le mot de passe, le PIN que Emma va nous transmettre. Emma, est-ce que tu peux envoyer le game PIN dans la conversation peut-être? Voilà, donc ça va apparaître dans la conversation sur votre droite. Et puis vous pourrez rentrer votre pseudo pour entrer dans l'application. C'est relativement simple. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, donc c'est un petit jeu très sympa qu'on fait en ligne, que Emma va animer. Voilà. Vous allez avoir 8 questions. Il faudra y répondre avec vos téléphones. Et puis, on va avoir un podium avec 3 vainqueurs qu'on félicitera collectivement. Donc, on vous demandera une attention accrue sur ces moments de questions-réponses. C'est plutôt ludique, hein, fun. Hein. L'idée, c'est voilà, de un peu changer de rythme. On fait une pause de 5 minutes, je crois. Et avec un petit film. Alors, je ne sais pas si le film, on le présente maintenant. Alors, effectivement, on avait prévu une pause de 10 minutes. Je jette un œil sur le planning pour voir si on est bon on est bien dans les timings. On peut prendre 10 minutes de pause. Pendant cette pause, donc, effectivement, la petite manip à faire sur votre téléphone pour être prêt tout à l'heure sur Kahoot. Et puis, on vous propose aussi, Emma va vous mettre dans le fil de discussion à droite, si vous le souhaitez, écoutez une émission, donc la parité au travail, un levier vers plus d'égalité professionnelle. C'était une émission hashtag sur France Culture. Et une intervention de Catherine Vidal, donc, qui est neurologue, qui a beaucoup travaillé donc, sur la question du cerveau et des stéréotypes de genre. Et donc, une petite intervention sur le cerveau a-t-il un sexe? Si vous le souhaitez, vous avez les liens à droite. Et donc, on vous dit à tout à l'heure, rendez-vous dans 10 minutes. Merci. Voilà, c'est facultatif, hein, c'est pour ceux qui oui, souhaitent bien rester sûr. derrière leur ordinateur pendant nos minutes de pause. Il est 10h17, on se retrouve à 10h27. Donc, n'oubliez pas d'installer vos téléphones avec le lien Kahoot. Et donc, Emma vous a envoyé un code. Voilà. Oui, vous l'avez dans la discussion à droite. Le code et les 2 liens si vous souhaitez effectivement regarder cette vidéo ou écouter la petite interview pendant la pause. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Alors, on voit que vous êtes 9 à avoir créé votre profil Kahoot. Il en manque encore peut-être quelques-uns. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le lien www.kahoot.it sur votre téléphone. Et une fois que vous avez mis l'application sur le téléphone, on vous demande un mot de passe, c'est donc 144 25 15. Et là, vous allez avoir les questions qui vont arriver en direct sur votre téléphone. Vous êtes 11 à avoir créé votre profil Kahoot. Est-ce que quelqu'un rencontre des difficultés? Je suis en train de balayer la conversation. Ouais, il y aurait peut-être encore 6 ou 7 personnes qui pourraient créer leur compte s'ils le souhaitent ou ils le souhaitent. Après, il n'y a pas d'obligation, hein. Si vous ne souhaitez pas jouer, on ne va pas vous forcer à jouer de bon matin. Mais c'est sympa, pour le plaisir. Il faut être bon et rapide. Voilà, donc on a Emma a calibré un temps pour chaque question. Je crois que c'est 20 secondes, sauf pour la première, pour laquelle vous avez un peu plus de temps pour répondre. C'est un peu Les premières sont 30 secondes. Voilà, 30 secondes pour les premières et ensuite 20 secondes. C'est ça. On peut peut-être démarrer le Kahoot à 10h30. On attend une minute encore pour... Oui, on vous laisse le temps. Oui. Je jette un œil. Je ne vois pas Gaëlle. On y va? Qui pose les questions? C'est Julie ou Emma? Emma, tu veux poser la question? Oui, avec plaisir. Du coup, voilà, j'espère que grand nombre d'entre vous a réussi à se mettre sur Kahoot. Donc, on va commencer. Alors, première question. Quelle est la place de la France dans les classements internationaux en termes d'égalité de salaire? Donc, soit 53e place, soit 103e place, soit 132e place, soit 157e place. Voilà, il vous reste 15 secondes pour répondre. Vous répondez sur votre téléphone. Voilà. Il nous manque une réponse. Voilà. Donc, il y a 3 personnes qui ont la bonne réponse, donc c'est la 132e place qu'est la France en termes d'égalité de salaire. Ouais, donc c'est assez contre-intuitif, hein, parce qu'on peut imaginer que la France est très avancée, on en parle beaucoup, mais en réalité, on n'est pas si bien que ça. Et alors, vous avez dû entendre au niveau des médias, depuis le 4 novembre, 16h16, les femmes sont bénévoles. Puisqu'on est à... Alors, je crois que c'est l'une des questions, je ne vais pas donner les pourcentages, mais nous ne sommes pas payés à la même hauteur. Donc, depuis le 4 novembre, 16h, on est bénévoles. Donc, la première personne est Violette. Bravo. Alors, juste pour aussi compléter, les numéros, enfin les points que vous avez dépendent de la vitesse de réponse. C'est ça. Donc, deuxième question, à votre avis, d'où proviennent les stéréotypes de genre? Soit de notre environnement, c'est inné, ou de la méconnaissance. Ça, donc plus vous répondez vite, plus vous aurez de chances de terminer premier si les réponses sont bonnes, évidemment. Voilà, 13 bonnes réponses. Super. Bravo. De notre environnement, effectivement. Voilà. Donc, Violette, bravo Violette. Est-ce qu'il y a d'autres explications à ça ou...
Non. Ok. Prochaine question. Quel est le pourcentage de femmes actives à temps partiel? Soit 5%, 8%, 20% ou 30%. Il nous manque la musique. Vous voulez la musique? Je vais mettre la musique si vous voulez. Ouais. Donc 30%. Très bien. Effectivement, hein, 30% de la population française féminine active est en temps partiel. Voilà, hein, donc les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel. Hein, 30% de femmes pour 8,2% d'hommes. Exactement. Et sachez que même parmi les personnes sans enfants, la proportion de femmes à temps partiel est supérieure de 17 points à celle des hommes. Violette, toujours première. Bravo. Une belle remontée. Une prochaine question. Vrai ou faux? L'écart de salaire entre une femme et un homme est de 24%. Soit vrai, soit faux. C'est vrai. Bien, bravo la majorité, à juste. Tac. Je vais être toujours en tête, mais très serré avec Nathalie. Ah, on a un déçu, une déçue, on vient d'entendre 27%. Ouais, moi j'étais plutôt à 24-25. On peut en discuter. Ouais. Ouais. Ça dépend des modes de calcul. Ouais. Ok. Donc, quel est le pourcentage de pères qui déclarent ne pas disposer de suffisamment de temps pour s'occuper de leurs enfants? Est-ce que c'est 15%, 50% ou 75% des pères qui déclarent ne pas disposer de suffisamment de temps pour s'occuper de leurs enfants? C'est 50% des pères. Donc, un père sur deux. Effectivement, ça c'est une étude de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, qui révèle que près de 50% des pères déclarent ne pas disposer de suffisamment de temps pour s'occuper de leurs enfants. Parmi eux, 75% invoquent donc des contraintes professionnelles. 57% ne prennent pas de congé parental en raison donc du faible niveau d'indemnisation. Et 68% ont recours au congé paternité. Voilà, ces pères donc, qui déclarent le plus fréquemment que ce manque de temps engendre chez eux un sentiment d'insatisfaction. Donc pour 79% d'entre eux, ils sont donc frustrés et insatisfaits. Alors, on a un petit clin d'œil de Vanessa Hazard qui dit « Quelle est la part de mauvaise foi ?» Très drôle. On n'a pas les résultats pour ça. Je n'ai pas les chiffres. Tac. Toujours Violette. Ça va être très rapide et que des bonnes réponses, j'ai l'impression. Question suivante. Donc, quel est le pourcentage des métiers mixtes en France? Donc, un métier mixte est occupé par au moins 40% de l'un des deux sexes. Soit 17% de métiers mixtes, soit 27%, soit 43%. La réponse est de 17% uniquement. Et oui, hein, sur les 87 familles professionnelles recensées, seules 12 sont mixtes et seuls donc 17% des métiers sont mixtes. Et classement, donc il y a une belle remontée de Gauthier. C'est toujours très serré entre Nathalie et Juliette. Avant-dernière question, quelle est la part des femmes exerçant des fonctions d'encadrement, des postes de direction dans les entreprises françaises? Soit 5%, 14%, 32% ou 45% des femmes qui exercent des fonctions d'encadrement dans les entreprises françaises. Et donc c'est bien 14%
Une bonne majorité a répondu juste. Bravo. Ah oui, bravo. Très belle remontée de Corinne et Gauthier. Bravo. Effectivement, hein, faut savoir, les femmes représentent 48% de la population active, mais donc elles ne représentent que seulement 14% des postes de direction. Dernière question, quelle est la proportion des femmes dans les formations d'ingénieurs? Il y a 18% de femmes dans les formations d'ingénieurs, 29%, 39% ou 53%. Donc c'était 29%, qui est quand même en augmentation. Et le podium. Troisième place, Corinne. Bravo, Corinne. Deuxième place, Nathalie. Et bravo, Nathalie. Place, sans surprise, il me semble, Violette. Bravo. 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 Bravo pour votre rapidité, pour les bonnes réponses, parce que c'était à la fois concilier bonne réponse et vitesse. Oui. Ce n'est pas forcément évident. On voulait vous présenter l'outil alors qu'on utilise, nous, de temps en temps, pas encore suffisamment, en fait, on le trouve sympa, que vous pouvez aussi utiliser pour vos propres animations. Hein, c'est Kahoot. C'est pas très compliqué à mettre en place et c'est voilà, assez sympa, interactif. Ah bah voilà, Suez est intéressé pour la suite. Ouais. C'est gratuit, hein. Alors, le dernier temps, c'est la restitution de l'enquête à laquelle vous avez répondu, que Julie et Emma vont présenter, et qui va nous permettre de bâtir la suite de nos ateliers en fonction de vos priorités. Donc, effectivement, il nous reste 20 minutes d'échange. Donc, on va vous présenter ces résultats et puis nous pourrons en parler ensemble. Alors, sur les questions des résultats, d'ailleurs, l'enquête reste ouverte, hein, c'est-à-dire que nous, on vous présente une photographie à l'instant T, mais on continuera peut-être, si Emma et Julie sont d'accord, parce que c'est elles qui étaient pilotes, on continuera peut-être à la diffuser auprès de nos membres pour affiner les attentes au fil de l'eau. Tout à fait. Oui, complètement. Donc, effectivement, elle était ouverte depuis le 2 octobre. Donc, nous, on a, comme disait Elisabeth, fait une photographie hier de ces résultats. Donc, vous avez été 28 à répondre à cette enquête, 28 collaborateurs d'entreprises membres de notre réseau. Pour information, donc, la répartition géographique des répondants, voilà, donc très, très national, avec une bonne partie des répondants donc en Auvergne-Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais une bonne partie des régions représentées. 86% de femmes, on vous a mis aussi l'information, dans les répondants, et 14% d'hommes. Donc, il nous faudrait des réponses masculines. Voilà, la première question, effectivement, portait sur le niveau de maturité de la politique égalité professionnelle de votre entreprise. C'est un indicateur important pour nous. Et puis, on souhaitait vous le partager. Voilà, donc, il y a 71% des répondants qui estiment le niveau de leur politique égalité professionnelle au sein de leur entreprise comme bon, 21% comme faible et 7% comme très bon. Donc, nous vous avions également interrogé sur les axes prioritaires. Vous savez, je vous ai présenté, donc on vous a présenté tout à l'heure les différentes sous-thématiques de l'égalité professionnelle que nous traitons. L'idée, c'était vraiment de vous donner la possibilité de les classer par ordre de priorité pour vous, par rapport donc à vos attentes et besoins au sein de votre entreprise. Du coup, la photo d'hier nous donne les résultats suivants. Le premier sous-thème qui ressort largement et qui concerne donc l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Le deuxième sous-thème qui est plébiscité, donc la mixité des métiers. Ensuite, les stéréotypes de genre que nous traiterons fort probablement avec la prévention du sexisme.
la politique salariale, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l'implication des hommes donc, dans l'égalité professionnelle. Donc, ce que nous vous proposons, c'est d'en parler ensemble là, dans la foulée, et puis que vous nous indiquiez si ce classement correspond à vos besoins, pour ceux qui n'ont pas répondu à l'enquête. Et voilà, donc on vous parle effectivement, on vous a proposé un cycle, l'idée étant d'aborder tous ces sous-thèmes dans chacun des prochains ateliers. Un atelier dédié pour chaque sous-thématique. Bah, écoutez, sur la base des... Peut-être, Emma, tu peux laisser un petit moment, peut-être, la précédente figure pour permettre aux gens de réagir. Voilà, effectivement, c'est ce que je voulais vous proposer aussi. Est-ce que ça correspond à vos attentes? Donc, c'est une réponse collective. Est-ce que cette programmation par priorité sur les prochains cycles, on est sur une logique d'un atelier par mois ou tous les 2 mois, on verra, mais là, on est sur un rythme d'un par mois. Est-ce que si on le traite de cette façon-là, ça répond à vos besoins? Donc François de la FDJ, moi je pense pas avoir répondu à l'enquête, mais moi j'identifie une problématique supplémentaire, complémentaire. Ça a été évoqué dans le quiz, il y a 29% des femmes qui sont parmi les ingénieurs, qui sortent des écoles d'ingénieurs. Dans mon activité, moi, je travaille beaucoup avec des ingénieurs informatiques et ce chiffre-là, je crois qu'il descend à 17%. Il doit y avoir que 17% de femmes, de filles qui choisissent les écoles d'ingénieurs et que 17% qui en sortent. Et comme chez nous, on a à peu près 50% de nos effectifs qui sont composés de personnes qui travaillent dans l'informatique, dans l'IT, donc on a beaucoup de difficultés à obtenir une égalité, une parité dans ces métiers-là. Et donc la difficulté, c'est de trouver, de sourcer des femmes à la sortie des écoles d'ingénieurs. Et alors tous les autres sujets m'intéressent forcément, hein, mais ce sujet-là est particulièrement difficile et je ne sais pas si je suis le seul à être confronté à cette problématique. Je me permettais également de compléter. Effectivement, nous, dans nos métiers, on a des grosses difficultés voilà, pour toucher un peu les femmes. C'est pas qu'on veut pas, mais que réellement, on a peu de femmes qui se présentent sur nos postes, notamment beaucoup sur nos postes terrain. Et aujourd'hui, c'est une vraie difficulté qu'on a d'arriver à toucher des populations féminines de par effectivement voilà, les conditions physiques, de travail à l'extérieur, de la vie familiale. Et j'entends parfaitement les chiffres aujourd'hui et on essaye de tout faire pour, mais c'est une vraie difficulté. On peut nous imposer tous les objectifs qu'on veut pour une égalité parfaite, ou en tout cas qui s'y rapproche. Aujourd'hui, nous, on ne sait pas comment faire pour augmenter ce chiffre, alors qu'on met des moyens, qu'on a la volonté, qu'on a des équipes qui sont préparées aussi, et je le dis volontairement, ça. On a beaucoup de managers hommes sur le terrain et qui sont tout à fait, qui ne sont plus réticents en fait à embaucher de femmes sur ce type de poste. Donc ça, c'est J'ai envie de vous faire très spontanément une proposition aux entreprises qui souhaitent développer leur mixité. Alors, on pourra le programmer en termes d'atelier, mais c'est aussi de participer à nos actions d'égalité des chances dans l'éducation, parce que tout ça, finalement, s'inscrit très tôt dans les choix d'orientation des filles. Et on a tout un programme, notamment avec les élèves de 3e, de découverte des métiers, notamment numériques, et puis globalement aussi des métiers scientifiques et techniques, pour favoriser l'orientation des filles vers les métiers dits traditionnellement masculins. Et donc, voilà, si on peut vous associer dans certaines de nos actions sur les territoires, on en serait tout à fait ravis. Eh bien, je suis très preneuse. Si je peux me permettre. Avec plaisir. Oui, très preneuse. Nous-mêmes, on a ces mêmes problématiques dans l'IT, globalement, on est une boîte d'ingénieurs. Et quand on m'a donné le sujet de la parité à traiter, il est vrai que je ne suis ni RH et ni RSE à la base. J'ai traité vraiment le sujet avec nos problématiques. J'ai monté
des partenariats avec des écoles d'ingé, mais pas que, parce qu'eux-mêmes se posent la question de comment faire venir des étudiantes. Hein. Donc, il faut savoir que c'est un sujet sociétal et qu'on ne bougera pas les lignes en claquant des doigts, c'est un sujet de longue haleine. Mais ce qu'il faut regarder aussi, parce que je fais partie du CEF6, qui est le cercle des femmes de la cyber. Et ce qu'il faut savoir, bien sûr, qu'il faut y avoir une volonté d'entreprise, mais aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a énormément de reconversions dans le domaine du numérique et il faut accompagner les femmes vers ces métiers-là et surtout mettre aussi en place du mentoring, que ce soit de la reconversion en interne ou en externe, et du coup, on obtient des multiprofils. J'ai en tête une femme qui, à la base, était juriste, qui est venue à la cybersécurité, par exemple, ou d'autres femmes sur d'autres profils, que ce soit l'IA ou autre. Mais c'est un travail de longue haleine et ça, il faut être assez humble avec le sujet. La marche, elle est assez haute à gravir, mais que tous ensemble, avec l'ensemble des initiatives qui ont lieu dans les structures, dans les sociétés de l'IT, on y arrivera. Mais le sujet est pas simple. Oui, on parlait des stéréotypes hein, tout à l'heure, effectivement, c'est dès la naissance que ça se construit. Et donc, le manque de femmes dans les professions que vous évoquez est la conséquence, en fait, hein, de tous ces biais depuis l'enfance. Et c'est pour la raison pour laquelle, hein, c'est ce qu'évoquait Elisabeth, effectivement, que nous mettons en place des actions d'information, de sensibilisation dès le collège, en amont de l'orientation de ces collégiens, pour les sensibiliser, les informer, lever les freins hein, et vraiment travailler effectivement sur la déconstruction de tous ces stéréotypes en lien avec l'orientation. C'est une des solutions. La reconversion, c'est intéressant aussi effectivement de travailler sur ces sujets-là. On a 3 personnes qui souhaitent parler. Alors, Gaëlle Picard qui attend depuis un certain temps, Julie Couplet aussi chez nous, Corinne Colombo qui vient de lever la main. Gaëlle, peut-être? Mais en fait, c'est moi qui viens de prendre la parole, donc j'ai dit. Parfait, génial. Oui, bah oui, évidemment, je vous vois, ça y est. Oui, Gaëlle. Alors, je ne sais pas si Julie voulait encore, Julie Couplet. J'ai levé la main par erreur, c'est rien. Ok. C'est Eric. Moi, je voulais exposer un point parce que on se pose beaucoup la question effectivement de ce que les individus peuvent faire, mais dans les blocages, par exemple, les statistiques, si je ne me trompe pas, sont assez claires sur les résultats en terminale en termes des individus sur leur sexe, sur leur performance. C'est-à-dire que les filles ont de meilleurs résultats en terminale que les garçons, avec des résultats au bac qui sont très performants, et pour autant, elles n'intègrent pas ces écoles d'ingénieurs. Elles n'y vont pas, et même pour l'avoir vécu à titre personnel avec ma fille, aujourd'hui, certaines écoles d'ingénieurs ne l'intéressent pas dans son management, dans la façon de traiter les gens. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion à avoir, en fait, sur la façon dont les écoles intègrent aujourd'hui, je vais reprendre un terme qui ne me plaît pas trop, mais les talents, et de cette façon dont elles peuvent attirer justement ces jeunes filles dont on se plaint effectivement ou qu'elles n'arrivent pas sur les études et là où on en a besoin, et en particulier ces études techniques et scientifiques. Mais en fait, je dirais, c'est peut-être un poncif, mais la société n'a pas pris ce pli-là. C'est-à-dire que quand dans vos modes de sélection, vous êtes sur des modes qui sont très masculins, sur la façon de sélectionner les gens, sur la façon de traiter les personnes, etc., ma fille était prise dans une grosse prépa, elle s'est renseignée sur le traitement des élèves dans cette prépa parce que c'est important pour elle, et elle a dit je n'y vais pas pour le traitement des élèves, pas pour l'école qui était très très bien, qui préparait bien, etc. Mais la façon dont on considère les élèves, dont on les traite de nuls, on les déconsidère, etc., en pensant que c'est une bonne façon de former l'élite. Ça répondait, je pense, à certains stéréotypes masculins, et encore, je ne suis pas sûr qu'ils soient encore d'actualité. Ça ne répond plus du tout, et ça ne répond pas en tout cas à ce que les jeunes filles peuvent rechercher dans leur façon de se former et d'aborder ces grandes écoles. Et tant que ces grandes écoles, quelles qu'elles soient, ingénieurs, commerce ou autres, n'auront pas changé leur point de vue, leur façon d'aborder ces candidats, la façon d'aborder leurs compétences, on restera avec peu de filles dans ces filières. Elles n'iront pas, ça ne les intéresse pas en fait, parce que le mode de formation et d'éducation ne leur correspond pas.
je ne suis pas sûr que de leur donner une approche plus masculine pour leur permettre de rentrer dans ces écoles soit la bonne solution. Je pense que c'est plutôt aux écoles de changer pour pouvoir intégrer de façon plus forte ces jeunes filles qui sont brillantes en terminale et qui aujourd'hui ne vont pas sur ces formations pour ces raisons-là, et non pas pour des raisons de difficultés techniques ou autres. Oui, effectivement. C'est la question de l'inclusion, finalement, que vous posez. C'est que, et diversité, inclusion, c'est tout le sujet qu'on voit en entreprise. Le sujet, c'est pas tant de faire rentrer les personnes dans la structure, c'est qu'elles se sentent incluses. Et en l'occurrence, les filles ne se sentent pas toujours incluses dans des formations techniques dans certaines écoles parce qu'il y a une ambiance qui peut être misogyne, pas inclusive et sur laquelle il faut travailler. Il faut que les écoles y travaillent. Oui, vous parliez d'approche. Ce sont des écoles qui accueillent des hommes pilotés par des hommes. Oui, oui. Donc forcément, les femmes ne s'y retrouvent pas, toujours. Est-ce que vous avez d'autres commentaires par rapport aux thématiques là? Est-ce que, juste pour revenir, effectivement, tous vos commentaires sont très riches et hyper intéressants par rapport au sujet. Est-ce que tout le monde est en phase pour que notre prochain atelier porte sur l'accès des femmes aux postes à responsabilité? Oui. Il me semble aussi qu'il y a Corinne Colombo qui levait la main. Oui, Corinne, on t'écoute. Sur les ateliers, moi, avec Damien, avec des collèges sur l'égalité femmes-hommes, et notamment, j'aborde tout le sujet du numérique. Je m'aperçois également que les jeunes femmes sont assez frileuses, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je me suis rendu compte aussi que les professeurs et l'éducation nationale avaient une vision complètement biaisée des entreprises et de la mixité sur les métiers, et ce qui, pour moi, est quelque part assez étonnant. Alors, j'essaie de travailler avec le rectorat de Lyon sur un peu casser les clichés qu'ils peuvent avoir sur les métiers du numérique, parce que de toute façon, ils n'embarquent pas les jeunes filles ou jeunes femmes là-dessus. Et moi, j'essaye d'attirer les jeunes filles et jeunes femmes là-dessus en disant, vous savez, il y a tellement peu de femmes dans ces métiers que vous aurez toujours un métier. Et effectivement, il y a encore beaucoup de clichés, parce qu'elles me disent, on n'est pas bonne en maths, donc on ne peut pas y aller. Vous voyez, je pense qu'il y a un double sujet, c'est aussi préparer l'éducation nationale sur ces métiers-là, avec voilà, des stéréotypes encore. Et je suis juste dans la sphère éducation nationale, je ne vais même pas sur la sphère familiale ou sociale, etc. Mais c'est assez intéressant de voir ça. Et nous, on essaie toujours de mettre du numérique dans nos stages interentreprises ou d'entreprise et de montrer combien il y a de femmes dessus. Et puis, on est en train d'essayer de créer un réseau interne sur ce sujet-là pour favoriser aussi la mobilité interne sur ces métiers. Parce que, naturellement, on n'y va pas. Juste une précision, Nathalie Minguet, par rapport à l'arrivée des femmes sur les métiers techniques et sur les métiers numériques. Nous, on collabore, mais peut-être que d'autres parmi vous aussi, avec l'association Elle Bouge. Et cette association agit justement pour l'arrivée des femmes dans ces métiers. Et on a, nous, une cinquantaine de marraines qui interviennent auprès des collèges, des lycées, voire des études sup. Et voilà, si vous ne la connaissez pas, je vous enjoins d'aller peut-être les rencontrer parce qu'elles sont hyper actives, même dans cette période un peu compliquée. Et elles militent vraiment pour l'arrivée des femmes dans tous ces métiers-là. Et nous, ça mobilise beaucoup nos femmes en interne qui sont sur ces métiers-là pour parler de leur métier, mais aussi de leur place dans l'entreprise. Voilà, donc c'est riche pour tout le monde. On nous alerte sur le risque de digression en traitant un sujet, on risque de digresser ailleurs et c'est vrai. Il faudra qu'on reste, nous, très concentrés et ne traiter que le sujet, rien que le sujet dans chaque atelier. C'est-à-dire que si on programme l'accès des femmes aux postes à responsabilité, on va beaucoup parler de réseau de femmes, de mixité aussi, mais plutôt d'organisation, de plafond de verre, de pourquoi les femmes n'évoluent pas dans l'entreprise, de questions aussi de quotas et le chiffre idéal, c'est 3 minimum pour que d'autres arrivent aussi à passer certains caps.
quand les femmes ne sont pas assez représentées dans certains postes, c'est absolument rédhibitoire pour tout le monde. Les femmes aussi, parfois, qui réussissent, sont mal vues par les femmes et les hommes. Il y a les côtés femmes dinosaures, etc. Donc, on essaiera dans chacune des thématiques de rester très concentré sur la thématique, parce que chacune d'entre elles mérite d'être traitée pleinement. Et on fera attention à ne pas trop digresser, effectivement. C'est Corinne encore, juste un point d'attention, l'accès des femmes aux postes à responsabilité, c'est vraiment important. Et moi, je le constate à l'heure actuelle, du fait de la période qu'on vient de traverser et qu'on traverse, on a des réorganisations en interne. Et là où on avait des femmes qui étaient à des postes de responsabilité, on s'aperçoit que soit elles partent du fait de la réorganisation, soit leurs postes sont supprimés. Et du coup, je trouve qu'on est en train de revenir en arrière. Et j'alertais un peu nos DRH là-dessus en disant attention, ce qu'on a construit quelque part, voilà, on revient un peu en arrière. Et donc, il va falloir refaire un effort là-dessus. Alors que pour moi, c'était presque acquis. Alors, ça ne l'est pas du tout. Donc, attention à ces périodes de réorganisation qui vont impacter, vous en parliez tout à l'heure, hein, dans ces temps difficiles, et on va être dans les temps difficiles pendant un petit moment. Donc, d'autant l'intérêt de parler de ce sujet-là. Ouais. Effectivement, les situations de crise génèrent davantage de discrimination sur tous les publics. Les publics potentiellement discriminés vont être encore plus discriminés en situation de crise. Et c'est un point qu'avait soulevé Julie au début. Oui. Le Covid ne va pas arranger la situation pour les femmes. Ouais. Donc, il faut être très vigilant. Ouais. Parce que tout le travail, ça prend du temps de faire tout ça. Ça prend beaucoup de temps à construire, beaucoup de temps à construire et peu de temps à déconstruire. Corinne, on ne t'a pas entendu là. Oui, c'était juste dire, excusez-moi, j'ai parlé en même temps, c'était dire, mais comment on peut être vigilant? Parce que je me suis aperçue qu'en cas de réorganisation, ce sont des sujets qui sont complètement oubliés. Et je me dis, il y a peut-être un point là-dessus, alors je ne veux pas rentrer dans la discrimination, mais quelque part, je me dis, tous les efforts qu'on a faits vont être mis à mal quelque part. Et c'est un point d'attention pour moi. Donc je l'ai fait remonter au sein d'entreprise, sans avoir vraiment travaillé sur le sujet, parce que voilà, c'est assez récent. Mais à chaque fois qu'on me disait tel poste est supprimé, je me disais, mais en fait, c'est un poste à responsabilité, c'est un poste tenu par une femme. Et ainsi de suite, et je leur disais, mais vous savez, l'index égalité femmes-hommes, là, vous allez prendre un coup en 2021 en ayant l'index 2020. Et ils m'ont regardé et m'ont dit, mais oui, effectivement, on n'a pas pensé. Alors, évidemment, c'est le poste avant tout. Mais c'est assez étonnant, ça coupe un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a de l'inconscient derrière? Je ne sais pas, je n'ai pas analysé, mais je trouve que c'est aussi un sujet, peut-être qu'on puisse mettre dans l'accès. Oui. Tout à fait. À voir si d'autres personnes, d'autres entreprises partagent ce constat et si vous faites une analyse sur les mobilités internes et éventuellement voilà, des changements de poste défavorables aux femmes du fait du contexte. Est-ce que c'est partagé? On n'a pas, nous, encore de chiffres là-dessus. On a plutôt des chiffres extérieurs liés à l'emploi, mais pas à la mobilité interne. Et c'est très important ce que vous dites. Oui. Il faut être très vigilant sur ce point-là. On n'a pas, nous, constaté ce souci-là en termes de mobilité. Là-dessus, on a plutôt, c'est ce que je disais, voilà, nos managers sont assez ouverts sur les mobilités internes avec les femmes. Donc, nous, on n'a pas on a d'autres problématiques, mais pas celle-ci. Est-ce qu'il y a d'autres... Il est 11h01, on va essayer de respecter parfaitement le timing. Est-ce que vous avez d'autres commentaires ou éléments à nous transmettre avant que nous mettions un terme à cette réunion? Non, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour votre travail. Ça nous aide aussi beaucoup au quotidien, donc merci. Eh bien, merci à vous. Alors, on vous donne rendez-vous le 3 décembre, voilà, pour le prochain atelier qui portera du coup
puisque tout le monde est en phase sur la question de l'accès des femmes aux postes à responsabilité. L'atelier de janvier a été programmé aussi. Hein. Vous l'avez dans l'invitation que je vous avez transmise, c'est le 8 janvier. N'hésitez pas à vous inscrire. Et nous allons planifier, je pense, très rapidement les prochains pour que vous ayez les dates le plus en amont possible. Ouais, donc on a une personne qui dit un atelier par mois, c'est un bon rythme. Vous confirmez? Oui. C'est pas trop? Non, c'est bien. Ok. Donc on va essayer de maintenir le cap sur un par mois. Moi, je trouve ça ambitieux, mais bon, après, voilà, c'est personnel. Ouais. Bon, après, ça permet de, si on se dit premier jeudi du mois à chaque fois sur le même créneau 1h30, on l'a en tête, bon. On vous enverra les dates au plus tôt là pour que vous puissiez planifier pour l'année prochaine. Bon, on reste à votre disposition là. Oui. C'est super important, pardon Julie, d'être vraiment anticiper sur les dates parce que nos agendas ils se remplissent hyper vite et pour moi c'est important d'anticiper les dates. Eh ben, on vous envoie ça rapidement, Corinne. Merci. Donc, on reste à votre disposition là entre les réunions, bien évidemment. Et comme on le disait tout à l'heure, on vous transmettra le lien vers le Padlet. Donc, ce petit mur en ligne sur lequel nous allons reprendre toutes les études évoquées ce matin, les chiffres clés. Voilà, vous aurez pas mal d'informations et des informations complémentaires également pour aller plus loin. Et donc, comme je vous le disais, ce mur sera alimenté d'atelier en atelier, voilà, pour que vous puissiez retrouver tous les éléments que nous évoquons. Un petit mot, Elisabeth, pour conclure? Eh ben, écoute, c'était parfait. Non, merci Julie. Donc, on a hâte de vous retrouver le 3 décembre matin. N'hésitez pas à revenir vers nous au fil de l'eau si vous avez des suggestions, des choses à partager. On en serait ravis. Eh bien, merci à toutes et tous. Et donc, rendez-vous le 3 décembre. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Tous et toutes, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.
que je vois.